RFI, il est 19h30 à Rio, 23h30 à Bangui, minuit 30 ici à Paris. Et c'est l'heure de la dernière édition d'Afrique Soir, présentée par Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. À la une, l'arrestation à Bangui de Jean-Francis Bozizé, le fils de l'ancien président centrafricain. Nous y reviendrons début d'édition avec Laure Broulard. Pas de calendrier électoral avant juin 2017 en République démocratique du Congo, selon le président Kabila. Il s'est exprimé hier devant la presse lors de sa visite en Ouganda. L'opposition tchadienne brave l'interdiction des autorités. Elle maintient son meeting demain ainsi que sa marche prévue dimanche à N'Djamena à la veille de l'investiture du président Déby. Dans l'actualité encore, le Burundi, la commission des droits de l'homme s'inquiète de la disparition il y a 2 semaines du journaliste Jean Bigirimana. Enfin en Guinée, la libération de 17 militants de l'UFDG, le principal parti d'opposition, après 6 mois de détention. Mais allons tout d'abord au Brésil, à Rio. Dans une demi-heure, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques va commencer dans le stade mythique du Maracanã. Plus de 10 000 athlètes vont défiler devant 80 000 spectateurs, 207 délégations en tout. Encore ce chiffre, 2 milliards de téléspectateurs vont suivre l'événement, un événement planétaire. Éric Mamrud, vous êtes sur place pour RFI. On s'attend à une folle ambiance dans le stade et vous allez particulièrement guetter les délégations africaines ainsi que leurs porte-drapeaux. Et oui, le défilé des sportifs n'interviendra que tard dans la soirée, mais il est traditionnellement l'un des temps forts des cérémonies d'ouverture avec en vedette donc ces porte-drapeaux. Ils seront 54 Africains ce soir dans le stade Maracanã de Rio à arborer fièrement les couleurs de leur pays. 54 comme le nombre de délégations africaines présentes. Alors cela commencera par l'Afrique du Sud avec l'athlète Wade van Niekerk. Et puis nous verrons entre autres l'escrimeur béninois Yemi Apiti, Rachid Sidibé, le judoka burkinabé, Wilfried Tsenge, le boxeur camerounais, citons encore l'athlète congolais Franck Elemba, Muriel Aoré, la star ivoirienne de la piste, Anthony Obam, le gabonais, la lutteuse sénégalaise Isabelle Sambou, encore la jeune nageuse togolaise de 17 ans, Rebecca Atso-Possi. Nous en avons rencontré certains cette semaine et tous se faisaient une énorme joie de mener leur délégation, drapeau fièrement levé en main. Tous les yeux du stade et ceux du monde entier ou presque seront au moment venu braquer sur eux, leurs familles, leurs amis pourront les voir au pays. Bref, un grand moment à vivre pour ces 54 porte-drapeaux à l'occasion d'une soirée sans aucun doute mémorable. Merci Éric Mamrud et merci à l'équipe technique de RFI sur place de nous faire vivre ces événements. Et puis ce n'est pas Pelé, la légende du football, qui allumera la vasque olympique aux grandes dames de ses admirateurs. Pourquoi ? Eh bien, il souffre de la hanche. Nous reviendrons sur ces Jeux Olympiques dans une vingtaine de minutes avec Hugo Moissonnier dans le journal des sports, un journal axé sur l'Olympiade. RFI qui vous fait vivre ces JO sur Internet avec l'ensemble de nos envoyés spéciaux. Jean-Francis Bozizé, le fils de l'ancien président centrafricain François Bozizé, a été arrêté à Bangui par la MINUSCA qu'il a ensuite remis aux autorités centrafricaines. Jean-Francis Bozizé venait tout juste de rentrer en Centrafrique. Il avait quitté le pays après la prise du pouvoir par Michel Djotodia, le chef des rebelles de la Séléka en 2013. L'interpellation a eu lieu dans les locaux de la MINUSCA à Bangui. Explication, Laure Broulard. Selon des sources concordantes, Jean-Francis Bozizé est allé de lui-même dans les locaux de la MINUSCA hier pour des raisons encore inconnues. Il était accompagné d'une petite délégation. Là, la mission de l'ONU en Centrafrique a procédé à son interpellation sur la base d'un mandat d'arrêt international émis en mai 2014 par le tribunal de grande instance de Bangui pour des crimes commis en Centrafrique, explique le ministre de la Justice, Flavien Mbata. Il est poursuivi pour des détournements de deniers publics, la complicité d'assassinat, il y a donc des crimes de torture et autres crimes qui sont prévus donc dans le cadre donc de ce mandat-là. Il va être donc présenté dans les prochaines heures au juge d'instruction chargé de l'affaire. Pas plus de précision de la part du ministre, mais une source bien informée rapporte que le mandat renvoie à des faits d'assassinat datant de 2008 et à des tentatives de déstabilisation de l'État après 2013. C'est l'année où Michel Djotodia, le chef des rebelles de la Séléka, a renversé François Bozizé, le père de l'accusé, au pouvoir depuis 2003. Après plusieurs années d'exil, Jean-Francis Bozizé était rentré à Bangui mercredi dernier. Hier soir, il était entre les mains des autorités centrafricaines.
La MINUSCA, qui a confirmé son arrestation, a précisé qu'elle suivrait de près la suite de la procédure pour s'assurer que ses droits soient respectés. Laure Broulard sur RFI. Pas de calendrier électoral avant juin 2017 en République démocratique du Congo. C'est en substance ce qu'a dit hier en Ouganda le président Kabila. Il répondait pour la première fois directement à une question de journaliste sur le processus électoral dans son pays. C'était pendant sa rencontre avec son homologue ougandais Yoweri Museveni à la frontière entre leurs deux pays. Joseph Kabila s'est défendu de toute ingérence dans le processus électoral qui toutefois, selon lui, devrait prendre du temps. On l'écoute. Certains pensent que c'est le gouvernement ou le président qui organise les élections. Ce n'est pas le cas. Les élections sont organisées par une commission électorale indépendante. Pour organiser les élections, il faut un fichier électoral. Et pour avoir ce fichier électoral, il faut procéder à l'enregistrement des électeurs. C'est le processus. Actuellement, nous avons lancé l'enregistrement des électeurs. Nous entrons dans la 2e semaine maintenant. Cela a commencé depuis le 31 juillet. C'est un processus qui va prendre du temps jusqu'à ce que le fichier électoral soit établi. Et dès que nous aurons ce fichier, alors le calendrier électoral sera publié. C'est comme ça que le processus électoral, que les élections sont organisées. Donc restez attentifs. Si et quand la date sera fixée par la commission électorale, vous en serez informés. Le président Joseph Kabila. Le groupe de soutien à la facilitation de l'Union africaine va finalement repartir sans voir la majorité présidentielle. Hier, les représentants de l'Union européenne, de l'Union africaine, de l'OIF, des Nations unies et de 2 organisations sous-régionales ont rencontré plusieurs acteurs, dont le rassemblement de l'opposition avec son chef de file, Étienne Tshisekedi. L'objectif de la visite du groupe de soutien, c'était de mettre fin au blocage entre majorité et opposition en RDC pour lancer un dialogue national inclusif. Mais voilà, finalement, un représentant de la majorité a fini par rencontrer l'envoyé spécial de l'ONU pour les Grands Lacs et le patron de la MONUSCO. Alors, quel message est-il venu délivrer? Les précisions de Sonia Rollet. Le messager s'appelle Léonard Sheokitundu. C'est lui qui avait été à la tête de la délégation du camp présidentiel lors des prédiscussions avec l'UDPS d'Étienne Tshisekedi en vue d'organiser ce dialogue. Premier point adressé aux 2 responsables onusiens. Hors de question d'accepter un changement de facilitateur. La majorité considère que c'est une demande de l'UDPS et qu'il n'y a pas de raison de revenir dessus. Deuxième point, hors de question de se lancer dans un dialogue sans comité préparatoire. Le rassemblement de l'opposition n'en veut pas, la majorité insiste. Troisième point, la libération des prisonniers politiques. Le sénateur Okitundu estime que le président de la République a fait un geste en libérant 6 militants du mouvement citoyen La Lucha, que d'autres mesures de libération conditionnelle sont envisagées. Même chose pour la réouverture des médias. Pour ce qui est de revenir sur le dédoublement des partis politiques, et notamment ceux du G7, c'est un problème interne au parti. Ça ne concerne ni la majorité ni le gouvernement, estime le sénateur Okitundu. Dernier message adressé par la majorité aux 2 responsables onusiens, les mesures de décrispation doivent aller dans les 2 sens. Le rassemblement de l'opposition doit arrêter ses appels au soulèvement populaire, dit Léonard Sheokitundu. Sonia Rollet, Kinshasa, RFI. N'Djamena, 100.2 FM. 23h passées de 38 minutes à N'Djamena, au Tchad. L'opposition décide de maintenir son meeting prévu demain, ainsi que sa marche prévue, elle, dimanche à N'Djamena, alors que l'investiture du président Idriss Déby, réélu en avril dernier pour un 5e mandat, doit avoir lieu lundi prochain. L'opposition cherche à se faire entendre. Depuis le début, elle qualifie cette élection de mascarade. Hier, le ministre de l'Intérieur a interdit les rassemblements prévus par le Front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement, mais les opposants ont décidé de braver cet interdit. Carole Valade. Nous marcherons selon notre droit et pour défendre notre droit. Ce sont les mots de Saleh Kebzabo, chef de file de l'opposition tchadienne et coordonnateur du FONAC, une coalition créée fin juillet. Pour protester contre l'investiture du président Déby lundi prochain, un meeting est prévu demain, ainsi qu'une manifestation dimanche. Hier, le ministère de la Sécurité a interdit les 2 événements, une décision illégale pour Saleh Kebzabo, car l'arrêté n'aurait pas été motivé. C'est faux, répond le ministre. L'autorisation a été refusée car les organisateurs veulent troubler l'ordre public et le risque terroriste est beaucoup trop grand. Malgré cela, l'opposition maintient les rassemblements du week-end et demande à ses militants de ne pas céder à la provocation. S'il y a des dérapages, le FONAC tiendra le gouvernement responsable, prévient un communiqué.
L'opposition réitère son appel à une journée ville morte ce lundi pour l'investiture, un jour de honte et de deuil, selon Saleh Kebzabo. Carole Valade. 2 semaines maintenant que le journaliste burundais Jean Bigirimana a disparu dans le centre du pays. Le Burundi, plusieurs médias affirment qu'il est détenu et qu'il n'est pas détenu. Plusieurs médias, affirment qu'il est détenu par le service de renseignement, autrement dit par le SNR, mais la police assure, elle, qu'il n'a pas été arrêté par les forces de sécurité. Cette semaine, la Commission des droits de l'homme du Burundi, un organisme étatique, s'est saisi de l'affaire. Son président, Jean-Baptiste Baribonekeza, répond à Anne Kantner. Nous explorons toutes les pistes, nous vérifions toutes les informations qui nous sont données. Et donc, il y a cette version qui parle des responsables du SNR au niveau de la province. Il y a une autre information, par exemple, qui parle de cet membre de la des jeunes Imbonerakure qui serait stationné à Bugarama. Tout comme il y a certaines personnes, par exemple, qui disent qu'il a été enlevé alors qu'il marchait à pied, alors que d'autres disent que ils ont arrêté un véhicule et ils lui ont dit de descendre. C'est des informations qu'on essaie vraiment de recouper afin de pouvoir découvrir la vraie version. Quand nous faisons des enquêtes sur ce genre de cas, nous partons toujours avec l'espoir. Ça veut dire tant qu'on n'a pas encore retrouvé son cadavre, pour l'instant, on ne peut pas se prononcer dans le sens de la survie ou bien de la disparition, de l'extinction de la vie de Jean Bigirimana. Jean-Baptiste Baribonekeza avec Anne Kantner. Alerte aux inondations au Niger, au Bénin et au Nigeria. Le fleuve Niger a atteint sa cote d'alerte. Les fortes pluies qui s'abattent sur la région depuis le mois de juin font en effet monter les eaux. En Guinée, la justice a mis fin aujourd'hui à plus de 5 mois d'incarcération de 17 agents de la garde civile du chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo. Ils étaient poursuivis pour assassinat, complicité d'assassinat et association de malfaiteurs. Ils avaient été arrêtés après le meurtre le 10 février dernier d'un journaliste de la presse indépendante. Des heurts avaient alors éclaté entre partisans du leader de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, et Bakouri, alors vice-président exclu du parti à Conakry, Mokhtarba. La résidence du leader de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, était noire de monde ce vendredi et à juste raison. À la mi-journée, 17 gardes civils du parti venaient de recouvrer leur liberté après 6 mois de détention pour rien. Leurs familles et proches alertés se sont spontanément déportés sur les lieux pour saluer le retour de leur héros. Paul Yomba Kourouma, président du collectif des avocats de la défense. Oui, nous nous réjouissons de leur mise en liberté. La chambre d'accusation a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de non-lieu rendu par le doyen des juges d'instruction du tribunal de première instance de Dixine, c'est-à-dire que les charges articulées contre eux ne leur sont pas opposables, qu'ils sont étrangers à cette affaire et qu'ils ont été illégalement détenus pour des raisons purement politiques, que le vrai auteur court toujours. Parmi ces héros, comme ils les appellent sur place, il manque un martyr, Mamadou Saïdouba, qui est mort en détention. Paul Yomba Kourouma. Il a clamé cette innocence depuis son interpellation devant la direction des investigations judiciaires. Il a clamé l'innocence devant le magistrat instructeur. Il a clamé à l'hôpital. Il est mort innocent et il a été à titre posthume innocenté. Autre libération intervenue dans la foulée dans la famille de l'UFDG, celle du député Ousmane Gawal Diallo, interpellé mardi dernier pour offense au chef de l'État, dont le procès est attendu mercredi prochain. Mokhtarba, Conakry, RFI. En bref, en Afrique du Sud, le dépouillement des bulletins de vote après les municipales est quasiment terminé. L'ANC a perdu la majorité dans la ville industrielle de Port Elizabeth, mais on attend toujours des résultats définitifs à Pretoria et à Johannesburg. Il s'annonce extrêmement serré dans ces 2 grandes villes, ce qui ouvrirait la voie à une gouvernance basée sur des alliances, une situation tout à fait inédite en Afrique du Sud. Vous écoutez RFI, c'est Afrique Soir. Merci de nous être fidèles. Il est 1h moins le quart ici à Paris. Restez avec nous dans quelques instants. Hugo Moissonnier nous rejoindra pour le journal des sports et nous reviendrons bien sûr sur le grand événement planétaire sportif, l'ouverture des Jeux Olympiques de Rio de Janeiro au Brésil. À suivre également le zapping, les meilleurs moments d'appel sur l'actualité. Ce sera avec Nicolas Brousse, mais avant cela, notre invité.
Au Burundi, le gouvernement a annoncé qu'il rejetait la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU autorisant le déploiement de policiers pour observer la situation des droits de l'homme. Après avoir claqué la porte du dernier sommet de l'Union africaine à Kigali et celle du Comité des Nations Unies contre la torture, après avoir décrété l'interdiction d'exporter des denrées alimentaires vers les pays limitrophes, Bujumbura semble se replier sur lui-même. Le pays donc se replie et c'est en tout cas l'opinion de notre invité Philippe Rentiens, professeur de droit et de sciences politiques à l'université d'Anvers, spécialiste de la région des Grands Lacs. Il répond à Carole Valade. Monsieur Rentiens, bonjour. Bonjour. Face à l'accumulation des rapports d'ONG et de l'ONU sur les violations des droits de l'homme au Burundi, le CNDD-FDD, le parti qui est au pouvoir, nie en bloc et répond par des communiqués de plus en plus virulents à l'encontre de ceux qu'il désigne comme ses ennemis. Qu'est-ce que cela dit de sa vision du monde ? Ce qu'on voit au Burundi comme ailleurs, c'est de la part du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, une mentalité d'assiégé. C'est un parti qui a beaucoup de mal à faire sa transition d'un mouvement rebelle à un parti au pouvoir. Et donc, cette mentalité d'assiégé signifie qu'il estime que tout ce qui se trouve à l'extérieur du parti constitue une menace, tant au Burundi, la société civile, la presse indépendante, l'opposition, mais également la communauté internationale, l'ONU, l'Union africaine, même la communauté d'Afrique de l'Est. Tout cela est considéré comme externe, comme dangereux, comme une menace. Et donc, il y a cette tendance assez forte de nier tout, contre toute évidence. Je veux dire, tout cela, toutes les entorses, par exemple, aux droits humains au Burundi sont extrêmement bien documentées. Malgré cela, on nie tout en bloc. Alors il y a les charges récurrentes contre le Rwanda, qui est suspecté de soutenir une rébellion armée, contre les médias occidentaux, mais aussi contre les Nations Unies et tout récemment contre la France. Selon les autorités, tout le monde ment, tout le monde complote contre le Burundi. Il est vrai que le Rwanda complote contre le Burundi. Les données sont extrêmement fortes. Il y a des rapports de la mission d'experts ou du groupe d'experts des Nations Unies au Congo. Il y a un rapport de Human Rights Watch, de Refugees International. Je pense que là, la chose est très claire. Je pense que le Rwanda tente de déstabiliser le Burundi. Donc, sur ce point-là, le Burundi a raison. Mais d'autre part, les autorités burundaises ont tendance, dans le cadre de cette mentalité d'assiégé, de considérer que le monde entier est en train de comploter contre le Burundi. Cela ne me paraît pas être le cas. Après avoir claqué la porte du dernier sommet de l'Union africaine à Kigali, mais aussi encore plus récemment du Comité des Nations Unies contre la torture, en rejetant aujourd'hui la décision du Conseil de sécurité, on a l'impression que le Burundi aujourd'hui tourne le dos non seulement à l'ensemble de ce qu'on appelle la communauté internationale, mais aussi à la région et qu'il s'isole de plus en plus. Est-ce que c'est inquiétant ? Oui, tout à fait. Je crois que c'est inquiétant pour le Burundi. C'est pas inquiétant pour la communauté internationale, mais pour le Burundi, oui. Je pense que le pouvoir burundais est en train de plus en plus d'opter pour l'isolement, comme l'ont fait d'autres pays comme l'Érythrée. Il y a une ligne qui est extrêmement claire et qui dit en substance nous décidons de ce que nous allons devenir. Et la soi-disant communauté internationale, qu'elle soit proprement internationale ou africaine, n'a pas à se mêler des affaires du Burundi, malgré le fait que, et il faut insister là-dessus, malgré le fait que le Burundi, qui est un des pays les plus pauvres du monde, et qui ne peut pas se passer de solidarité internationale. Et sur le plan intérieur, est-ce que ce discours porte ? Est-ce que le parti reste populaire ? La population burundaise estime que le CNDD-FDD a au moins apporté la paix. Je ne suis pas certain d'une capacité indéterminée de résilience de la population burundaise qui est extrêmement pauvre et qui, elle aussi, subit les conséquences des sanctions. Il y a un phénomène d'extension de cette crise qui va de Bujumbura vers les collines reculées du Burundi. En termes économiques et sociaux, les données au Burundi sont extrêmement inquiétantes et je ne suis pas certain que le régime burundais pourra continuer de s'assurer la loyauté de sa population. Il n'est pas certain qu'il tienne, dites-vous, mais au sein du parti, on parle déjà de l'élection présidentielle de 2020 et des voix s'élèvent en faveur d'une réforme constitutionnelle qui supprimerait la limite du nombre de mandats. Est-ce que le CNDD-FDD joue la montre, entre guillemets, pour y arriver ?
Oui, tout à fait. Il y a une certaine fatigue et c'est, je pense, sur cela que table le gouvernement burundais. C'est le pourrissement. Le gouvernement burundais joue la normalité. Il n'y a pas de problème. Il y a un président, il y a 2 vice-présidents, il y a un gouvernement, une assemblée nationale. Les institutions provinciales et municipales sont en place. Donc tout marche. C'est un pays normal, alors que ce n'est pas un pays normal. Mais l'année 2020 sera quand même, une fois de plus, une année importante, puisque primo, le président Nkurunziza a promis, juré en 2015 que son 3e mandat, qui d'après lui n'est que son second mandat, serait son dernier, et qu'il ne serait pas candidat à la présidence en 2020. Mais je crois que entre aujourd'hui et 2020, beaucoup de choses vont se passer, et que peut-être de plus en plus de Burundais vont se rendre compte, malgré la popularité certaine du CNDD-FDD et de Pierre Nkurunziza, que de plus en plus de Burundais vont se rendre compte que ceci est une voie sans issue et qu'on ne peut pas dépasser cette date fatidique de 2020. Philippe Retiens, merci beaucoup. Je vous en prie, au revoir. Voilà, Philippe Rentiens, professeur de droit et de sciences politiques à l'université d'Anvers, et spécialiste de la région des Grands Lacs, était l'invité d'Afrique Soir. Il répondait à Carole Valade. Le journal des Jeux. Impressionnant, hein, le jingle. C'est trop d'honneur. C'est trop d'honneur. Bon, ça y est, on s'approche, cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Rio au Brésil. Bonsoir Hugo Mossonnier. Bonsoir Sylvie. Ça va même débuter dans quelques minutes. Dans quelques minutes, exactement. La fête promet d'être grandiose à partir d'1h, temps universel. Eric Mamrut est dans les gradins du stade Maracana pour RFI à Rio. Bonsoir Eric. Bonsoir Hugo, bonsoir tout le monde. L'ambiance monte évidemment à quelques minutes du début de cette cérémonie dans les travées d'une enceinte historique. Le stade Maracana qui s'est bien rempli, même s'il reste encore quelques places à garnir. Près de 45 000 spectateurs sont attendus, 45 000 et non 80 000, comme peut en contenir le Maracana, tout simplement car tout un virage est occupé par des décors qui seront utilisés lors de cette cérémonie. Une scène faite de multiples cubes a été dressée. Alors en attendant le coup d'envoi, dans quelques minutes, des chauffeurs de salle en quelque sorte sont venus mettre l'ambiance en chantant avec le public, en les incitant à taper des mains. Bref, le public est chaud, le spectacle va pouvoir bientôt commencer. Les sportifs, eux, sont en coulisses en attendant leur entrée dans le stade tout à l'heure. Les Africains, évidemment, en tête avec 54 délégations à l'effectif plus ou moins fourni. La plus importante est celle d'Afrique du Sud avec 143 athlètes devant l'Égypte, 123, suivent ensuite le Nigeria, l'Algérie, la Tunisie, puis il y a les toutes petites délégations comme le Tchad avec 2 sportifs seulement. Tous en tout cas seront là ce soir pour cette grande fête qui s'annonce ici au stade Maracana de Rio. Les 31e Jeux Olympiques d'été de l'ère moderne vont bientôt commencer. Merci Eric Mamrut et on vous retrouve en fil rouge cette nuit sur RFI pour vivre cette grande fête, la cérémonie d'ouverture de ces Jeux Olympiques de Rio. Et Eric en a parlé, 207 délégations, plus de 10 000 athlètes défileront dans quelques minutes au stade Maracana. Oui, parmi les 207 délégations, on le disait, 54 sont africaines. Et pour la première fois de sa jeune histoire, le drapeau du Soudan du Sud sera brandi aux Jeux Olympiques. 3 athlètes défileront au Maracana, un marathonien, un coureur de demi-fond sur 1500 mètres et un sprinter qui lui sera aligné sur 200 mètres. Alors c'est un symbole fort puisque, vous le savez, les combats entre les forces du président Salva Kiir et celles du vice-président Riek Machar ont récemment repris dans la capitale du pays. On va écouter Madout Djok, c'est l'ancien sous-secrétaire au ministère de la Culture. Je pense que quand l'équipe va brandir le drapeau du Soudan du Sud à Rio, ce sera un moment unique dans la courte histoire du pays. Je crois qu'à ce moment précis, les Sud-Soudanais vont suspendre leurs activités, en tout cas ceux qui pourront voir la cérémonie. Ils vont s'arrêter un moment pour encourager l'équipe et partager cette émotion ensemble, parce que le sport est un symbole autour duquel les gens peuvent se retrouver. L'espace d'un instant, ils vont oublier leur appartenance communautaire ou régionale pour se sentir citoyens d'une nation, d'un pays, le Soudan du Sud.
Des propos recueillis par Christina Okello. 5 athlètes sud-soudanais seront également à Rio. 5 autres athlètes seront également à Rio sous la bannière olympique puisqu'ils font partie de l'équipe des réfugiés. Là aussi, c'est une première dans l'histoire des Jeux. Une équipe des réfugiés composée en tout de 10 sportifs. Enfin, lors de cette cérémonie d'ouverture, on rappelle l'horaire à 1h, heure de Paris, eh bien, c'est un Kényan qui recevra les premiers lauriers olympiques. Alors, c'est une nouvelle récompense décernée à une personnalité ou une organisation pour sa contribution à l'idéal de l'olympisme. C'est un petit peu vague, vous allez mieux comprendre tout à l'heure. Alors, le premier lauréat, c'est Kipchoge Keino. Il est président du comité olympique kényan, mais surtout, il est double champion olympique de demi-fond. On se souvient du 1500 mètres à Mexico en 1968 ou du 3000 mètres steeple à Munich 4 ans plus tard en Allemagne. Il a également ouvert en 1999 un pensionnat dans une zone isolée du Kenya, son pays, pour offrir à plus de 300 enfants la possibilité de s'éduquer. On écoute Thomas Barr, c'est le président du comité international olympique et il rend hommage à Kip Keino. Kipchoge Keino is, as you know, a gold medalist. Kipchoge Keino a été, comme vous le savez, champion olympique et il a ensuite consacré sa vie aux orphelins et aux enfants au Kenya. Where he was hosting, feeding. Il a donné un toit à des centaines d'entre eux, les a nourris, éduqués. Il a mis à leur disposition une école primaire et un collège, ainsi qu'un centre d'entraînement. C'est vraiment une personnalité exceptionnelle et je ne pouvais pas rêver mieux pour recevoir les premiers lauriers olympiques. Voilà, il y a signalé tout de même, toujours concernant les Jeux Olympiques, ce fait divers dans lequel est impliqué un boxeur marocain. Oui, ça cache un tout petit peu la fête. Hassan Saada, il a 22 ans, il a été arrêté aujourd'hui pour agression sexuelle présumée sur 2 femmes de ménage du village olympique. Il a été placé en détention provisoire pour 15 jours. Il devait être sur les rings dès ce samedi dans la catégorie des moins de 80 kilos. Merci beaucoup Eric. Hugo Moissonnier, bien sûr, je pense à Eric Mamrud qui va nous faire vivre en fil rouge cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Rio au Brésil. Ça commence dans 3 minutes. Merci à vous de nous être fidèles. On vous dit à demain, Hugo. À demain. À demain pour de nouvelles éditions d'Afrique Soir. Merci de votre fidélité. Restez avec nous dans quelques instants. C'est le zapping et c'est avec Nico Labrousse, les meilleurs moments d'appel sur l'actualité. Suivez le zapping d'appel sur l'actualité avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile. C'est l'heure du zapping d'appel sur l'actualité et ce matin, comme tous les vendredis, c'est vous qui choisissiez les sujets sur lesquels vous souhaitiez réagir. On commence avec le Gabon. Monsieur Ali Bongo a fourni 4 actes de naissance différents et M. Ali Bongo, en 2010, a créé l'Agence nationale des grands travaux, dont il s'est lui-même nommé président du conseil d'administration. Et cette Agence nationale des grands travaux a attribué 70% des marchés de l'État à des entreprises dont M. Ali Bongo et sa famille sont propriétaires ou actionnaires majoritaires. Ali Bongo n'a qu'un seul acte de naissance. Nantes a répondu clairement qu'Ali Bongo avait un acte de naissance. Toutes les oppositions gabonaises ont reçu la notification et personne n'a trouvé à redire. Certains ont fabriqué de faux documents et ils les ont répandus sur les réseaux sociaux et c'est pour cela qu'il avait dit à RFI « mais ce sont des faux documents, vous n'allez pas croire à ça ». Nous avons parlé du Burundi. C'est une décision minimale du Conseil de sécurité parce que le drame qui frappe le Burundi nécessite plus de 200 policiers. Il y a des portés disparus, il y a plus de 6000 prisonniers. Il y a le journaliste Boaz qui a été poignardé dans son lieu d'exil. Il y a Esdras Ndikoumana qui est obligé de venir jusque chez vous à Paris pour chercher asile. Il y a Jean Bigirimana, le journaliste d'Iwachu, qui a été aujourd'hui tenu au secret. Pourquoi Bujumbura a peur que les gens viennent constater les dégâts au niveau de la violation des droits de l'homme? La situation en RDC vous interpelle également. J'ai suivi le discours de M. Etienne Tshisekedi récemment là sur le boulevard Triomphal. En aucun cas, il a demandé au peuple d'être prêt pour l'enrôlement et d'aller se préparer pour aller aux élections. Lui, sa logique, c'est toujours la chaise vide. Mais on sait très bien qu'au Congo, il y a l'institution président de la République, il y a l'institution parlement, il y a aussi les cours et tribunaux qui sont de pouvoirs totalement indépendants. Maintenant, on demande au président de la République d'enfreindre la loi pour aller faire sortir les gens qui ont été condamnés après des procès. Il n'y a pas de logique dans tout ça. Lundi, nous ouvrons le débat sur les Jeux Olympiques, grande fête sportive, mais à quel prix? Exprimez-vous 33 9 693 693 70 et nous vous attendons sur les réseaux sociaux. RFI.
RFI, la sélection du mois. Mamadou Barry. Calypso Rose.